Bonjour à tous et merci de vous retrouver. Nous sommes très contents de reprendre langue avec vous après ce week-end pascal et c'est en compagnie de Dr Topé pour l'intégrale de cette semaine. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Comment ça va? Très bien, merci. Ça s'est bien passé hein? Oh bien sûr, bien passé. Pas trop fatigué? Oh non, ça va. Bon justement, donc on a la pêche pour aborder les sujets que nous avons sélectionnés aujourd'hui et bien évidemment, docteur, on démarre avec la disparition du pape François qui s'est éteint hier lundi de Pâques à 88 ans. Effectivement, le pape François s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. On retient quand même l'image d'un pape des pauvres. Oui. Un pape des pauvres. C'est ça son combat principal. Exactement. On retient l'image d'un pape qui avait à cœur de justice sociale dans le monde. Oui. On retient l'image d'un pape qui aimait la paix, la paix sociale. On retient l'image d'un pape qui était aux côtés des immigrants. On retient l'image d'un pape qui se battait pour une réforme de l'Église catholique avec l'ouverture à tous. L'ouverture à tous. Hein, et je veux dire, son mandat aussi à la tête de l'Église catholique aura été marqué par plusieurs coups d'éclat, si on peut le dire comme ça, parce qu'il avait pris position notamment pour les personnes LGBTQ. Qui avait demandé qu'on bénisse ces personnes-là et ça avait créé un tollé au sein de l'Église. D'où son ouverture, quand on dit ouverture à tous, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'avec le pape François, il avait autorisé la bénédiction des couples homosexuels. Il avait autorisé à ce que des transgenres, des personnes transgenres soient baptisées. Vous comprenez un peu, reçoivent des bénédictions dans l'Église. Et sur la question, il était justement en bisbille avec les chrétiens catholiques, le clergé africain catholique, parce qu'ils ont dénoncé cela, ils ont dénoncé le fait que le pape François veuille imposer des vertus occidentales à l'Afrique. Et je pense que sur ce point-là, le pape François n'était pas en accord avec le clergé africain, qui a même pondu, il y a eu plusieurs communiqués qui ont été pondus quand il s'est agi justement de la question. Et ici, en Côte d'Ivoire, je pense que nous sommes beaucoup touchés parce qu'il y a une forte communauté catholique en Côte d'Ivoire. Et il y a le cardinal Bessi. Dogbo, chef de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Exactement. Fait cardinal, il a été créé cardinal, je pense, en décembre 2024. En tout cas, il n'y a pas longtemps. Par le pape François. Par le pape François. Et donc, certainement qu'il ira aussi pour faire partie du conclave de cardinaux qui vont élire le prochain pape. Mais justement, avant d'y arriver, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rendu hommage au pape François, un pape François qu'il avait reçu, on se souvient, à Rome, et avec lequel il avait eu des échanges assez intéressants. Le pape François qui avait prié notamment pour la paix en Côte d'Ivoire. Exactement. Le pape François qui avait prié pour la paix en Côte d'Ivoire, qui avait reçu, vous l'avez dit tout à l'heure, le président de la République, Alassane Ouattara. C'était un pape des Africains. Mais ça se comprend parce que le pape François était un pape sud-américain. Un argentin, quoique de parents italiens. C'était un pape jésuite, un pape sud-américain. Donc, sa proximité avec l'Afrique, avec les pauvres, vous comprenez, c'était naturel. Et pour la Côte d'Ivoire, il reste une forte image, une grande image, une icône ici dans l'Église catholique et pour tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et justement, le 266e pape qui est décédé hier et qui, malgré tous les courants qui auront peut-être bousculé son passage à la tête de l'Église catholique, restera ancré dans les mémoires pour son combat pour les pauvres et surtout pour l'inclusivité au sein de l'Église catholique. Allez, paix à son âme, François. Et puis on attend le prochain, voilà, parce que après 15-20 jours après le décès du pape, le clergé se réunit, les cardinaux qui ont moins de 80 ans se réunissent. À la chapelle Sixtine. Exactement. Là-bas, ils vont décider de qui sera le prochain chef de l'Église catholique. On attend la prochaine fumée blanche, donc on attend le prochain pape. En attendant, bien évidemment, on va passer par la période des obsèques du pape et on se fera fort, bien évidemment, de relayer tout cela ici à Matin Bonheur. Et puis, on passe à un autre sujet, docteur Topé. Celui-là, il est relatif à la visite du représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Santos Simao, qui était à Abidjan en fin de semaine dernière et qui a rencontré plusieurs acteurs, dont le chef de l'État, Alassane Ouattara, qu'il a rencontré en premier. Il a rencontré, vous l'avez dit, plusieurs acteurs de la vie politique ivoirienne, notamment le chef de l'État. Et je pense que le chef de l'État a rassuré le diplomate quant à la prochaine tenue des élections. Il a dit et il a répété, il le répète quand il en a l'occasion.
il promet des élections apaisées, il promet des élections transparentes. Et pour ce faire, il a encore répété cela au diplomate qui est venu là au nom du représentant du secrétaire général de l'ONU. C'est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et je pense qu'il a pris bonne note. Il a pris bonne note, de bonnes dispositions ici dans le processus électoral. Et parce que la Côte d'Ivoire, le chef de l'État l'avait déjà dit, tout est mis en place. Et je pense aussi qu'il a rencontré le président de la CEI, qui l'a rassuré quant à l'organisation pratique et technique de l'élection. Mais justement, avant de rencontrer le président de la CEI, au sortir de l'audience avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a dit, je le cite, eh bien, la Côte d'Ivoire est en bon chemin pour préparer des élections paisibles et les Nations Unies souhaitent que la Côte d'Ivoire continue à inspirer d'autres pays pour la tenue d'élections paisibles qui donnent aux populations l'opportunité de choisir leurs dirigeants. C'est justement après toutes les assurances données par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Oui, mais parce qu'il faut le dire, le chef de l'État n'est pas à sa première élection. Voilà, donc il a outillé, la CEI est suffisamment armée pour organiser des élections en Côte d'Ivoire. Et le chef de l'État l'a réitéré au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et justement, vous avez parlé de l'entretien qu'il a eu avec le président de la commission électorale indépendante, M. Ibrahim Koulibaly Kuibiat, qui lui aussi a donné des assurances, vous le disiez tantôt, quant à la bonne organisation de ces élections. Parce que M. Kuibiat, actuellement, justement, il rencontre quelques difficultés au sein de son institution. On le rappelle, récemment, la sortie de principaux partis. Les représentants du PPACI et du PDCI-RDA. Exactement, de l'institution. Et donc, actuellement, il est en passe à une crise. Et je pense qu'il a déjà commencé à la résoudre. Il a entrepris déjà des tournées d'informations. Il a rencontré les religieux, il a rencontré les chefs traditionnels, justement pour expliquer le processus et surtout taire toutes les tensions qu'il y a en ce moment. Donc, je l'ai dit, la CEI est suffisamment armée pour organiser des élections. Et le président Kuibiat a profité de l'occasion pour lui aussi donner beaucoup d'assurance au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Et le secrétaire général, le représentant du secrétaire général de l'ONU qui aura passé 2 jours en Côte d'Ivoire, après le chef de l'État et après le président de la commission électorale indépendante, il a rencontré aussi des acteurs politiques de premier plan, notamment de l'opposition, notamment le président du PPACI, l'ex-président Laurent Gbagbo, et la coalition pour une alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire, représentée par Simone Gbagbo. Voilà, exactement. Et je pense que ces différentes figures de l'opposition ont exprimé leur inquiétude aux diplomates. Pour ces figures-là, il faut ouvrir davantage la CEI. Et ils ont posé le problème, le PPACI notamment a posé le problème de l'inscription sur la liste électorale de son leader. Et je pense que la question est en train d'être étudiée, on attend de voir. Tout compte fait, le conflit électoral est ouvert. Je pense que le contentieux est en train d'être réglé. Et certains gens ont eu leur premier résultat concernant leur demande de rejet ou d'inscription à nouveau sur la liste électorale. Et la CEI continue de travailler sur ces différentes questions. Je pense qu'après la CEI, les différentes personnes désireuses encore de refaire appel, ils ont les tribunaux pour saisir d'autres juridictions compétentes pour toujours régler le contentieux électoral. Donc, de la CEI, actuellement, le terrain là, du contentieux se joue sur le terrain judiciaire, notamment dans les tribunaux. Justement, en parlant de terrain judiciaire et de tribunaux, il faut rappeler que c'est aujourd'hui que le président du PDCI, il y aura une audience justement pour débattre de la question de sa radiation ou non de la liste électorale, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont porté plainte contre lui. Et c'est ce mardi 22 avril que l'audience statuera sur cette question. Exactement, mais il y a déjà eu des décisions qui ont été prises sur la question de l'inscription sur la liste électorale du nom du président du PDCI-RDA. Donc, M. Tidiane Thiam. M. Tidiane Thiam, je pense que la juge a essayé de démontrer déjà que son nom était déjà inscrit sur la liste électorale. Mais comme en interne, il y a des conflits internes, dans le parti du PDCI, et je pense que la juge a demandé à ce que ces problèmes internes-là soient résorbés au fond devant les tribunaux avant de venir encore relancer encore ce débat-là. Mais je pense qu'on sera encore situé. Il y a plusieurs
il y a plusieurs audiences, plusieurs procès qui concernent le président du PDCI. On attend de voir la suite. Et justement, la première étape pour voir cette suite-là, ça sera aujourd'hui au cours de cette audience. On revient à la visite du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Et justement, au sortir de cette activité qu'il a menée en Côte d'Ivoire pendant ces 2 jours, eh bien, l'essor estime que l'opposition a pris une douche froide parce que toutes les revendications qui étaient portées par cette opposition-là, eh bien, n'ont pas été prises en compte ou bien elles n'ont pas connu de suite favorable. Oui, c'est la position du journal Le Sort oui. qui pense que l'opposition a pris une douche froide et que toutes les revendications n'ont pas connu de succès, n'ont pas connu de suite favorable. Oui. Voilà. Mais bon, je pense que c'est la position d'un journal. Et on attend de voir, j'aime bien le dire, on attend de voir. Et déjà là, tout qu'on fait, le processus suit son cours. Oui. Certains n'ont pas le nom sur la liste électorale, mais je pense que le président de la CEI l'a déjà dit, le processus va pas se faire en dehors des textes de la Commission électorale indépendante. Oui. La Commission électorale indépendante a des textes. Il y a des lois concernant l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Et donc, tout va se jouer justement autour des textes. Et bien entendu, on continue d'appeler les différentes parties prenantes au processus électoral à la négociation, au dialogue pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il en soit, eh bien, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a dit que la Côte d'Ivoire était en bon chemin pour des élections apaisées et c'est tout l'espoir qu'on a pour la Côte d'Ivoire que des élections se passent dans le calme et dans la tranquillité. Renaud, il est également revenu sur cette affaire de terrorisme en Afrique de l'Ouest. Oui. Et c'est un élément important. Abordées, oui. C'est un élément important à prendre en compte parce que justement, avec les différents pays de l'AES qui sont les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, et dans un processus électoral, on sait déjà les crises qui peuvent en découler et les différentes ramifications que cela pourrait engendrer. Mais donc, c'est important, il a rappelé, justement, le diplomate a rappelé à plus de vigilance. Il appelle à plus de vigilance et à plus d'actions pour endiguer et surtout des actions concertées, avec tous les pays de la sous-région justement pour pouvoir endiguer ces terrorismes qui souvent utilisent des terreaux fertiles tels que la division au sein des pays et au sein des frontières pour pouvoir. Mais je pense que déjà le gouvernement avait déjà anticipé. Vous vous rappelez que le 43e BIMA avait été rétrocédé à la Côte d'Ivoire et l'accent avait été mis sur la formation. Justement, la formation au sein de l'Académie de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Voilà. Et donc, nos forces de l'ordre sont en train d'être renforcées dans la lutte contre le terrorisme. Et justement, Et cela va faciliter et va aider pour l'organisation des élections, la sécurisation des élections en Côte d'Ivoire. Justement, sécurité et surtout vigilance pour ces élections en Côte d'Ivoire et surtout, scrutin apaisé et dans la paix, transparent pour que les élections, comme l'a dit le représentant du secrétaire général de l'ONU, pour que les populations puissent choisir librement leur représentant. Voilà. Allez, on s'attaque au dernier sujet de ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, c'est le report du congrès du RHDP, report qui a été annoncé récemment. Oui, je pense qu'il était initialement prévu pour le mois de mai. Pour le mois de mai, c'était les 17 et 18 mai initialement. Et là, il est reporté au mois de juin. Oui. Mais je pense que le RHDP se donne encore beaucoup plus de temps pour ficeler certaines choses en interne. Mais tout comme fait, le président Alassane Ouattara demeure le candidat naturel du RHDP. Et donc, tout se met en place autour du président Alassane Ouattara pour encore le confirmer prochainement dans le mois de juin. Mais je pense qu'il sera encore, ils ont besoin de plus de temps pour faire quelques petits réglages, pour changer un peu le fonctionnement en interne du parti, pour le rendre encore plus fort, encore plus vivace sur le terrain. Parce que les élections, ça se passe sur le terrain. Justement, et même si le président, comme vous l'avez dit, est le candidat naturel du parti, n'en demeure pas moins que jusqu'à présent, il n'a pas formellement dit s'il partirait il ne l'a pas dit, Renaud, pour cette élection. Mais il a dit, je pense, qu'il était en bonne santé. Voilà, et qu'il était encore prêt à servir la Côte d'Ivoire. Il était encore désireux de servir son pays. Et je pense que donc, naturellement, pour l'instant, il n'y a pas de figure
qui va émerger contre la candidature du président Alassane Ouattara. Et on attend de voir, on attend juin pour la confirmation du candidat naturel du RHDP. Et justement, parmi les raisons évoquées pour le report de ce scrutin, il y a notamment la mise en place d'un comité scientifique pour la préparation du congrès, aussi des questions logistiques et autres qu'il faut mettre en place. Des petits réglages pour aller à la convention qui va confirmer, je pense, la candidature du président Alassane Ouattara pour le RHDP. Donc, docteur Topé, le médium qui parle de confirmation, nous on attend que ce soit formel et qu'au sortir du congrès du mois de juin 2025, qu'on nous dise exactement que c'est le chef de l'État Alassane Ouattara. On se retrouvera ici. En tout cas, on se retrouvera pour en parler. Voilà, il sera plébiscité. Il sera plébiscité pour représenter le RHDP à la future élection présidentielle. Et justement, ça confirmera et ça complétera la liste de tous ceux qui se sont déjà déclarés comme candidats à l'élection présidentielle pour le scrutin présidentiel d'octobre 2025 qu'on souhaite, on l'a dit, apaisé et surtout rassurant pour toutes les populations qui vivent sur les 322 463 km². Un point de cohésion sociale, comme on l'a vu avec le FEMUA à Daloa. Oui, le FEMUA justement qui s'est refermé hier à Daloa et là-bas les spectacles, sinon les spectacles qui ont été proposés étaient à la hauteur de cette 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, organisé, on le rappelle, par la team Magic System. Oui, à Salfo et la team Magic System. Et on a vu aussi que le président du conseil régional, Mamadou Touré, le ministre, était très impliqué. C'est justement grâce à lui que cette délocalisation a pu être possible pour permettre aux populations du Haut-Sassandra de bénéficier. Il a dit toute sa joie de voir la cohésion sociale autour d'un événement musical. Donc je pense qu'on sera dans la même couleur avec les élections d'octobre 2025. Qu'on l'espère, surtout l'ensemble du territoire national. Docteur Topé, merci. Merci Renaud. Et puis on a été très heureux de vous servir ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On fait la passe à Angeval pour la suite de Matin Bonheur.